cela ne vous étonnera pas, le Grand Orient de France a décidé de donner la parole, de demander à Jean-Noël Jeanneney de prendre la parole au titre de grand témoin pour lui, qui lui s'ancre dans une vision plus profane, ai-je envie de dire, en étudiant le rôle et la responsabilité notamment de l'historien devant les évolutions du monde. Et ce sont bien les réflexions d'un historien aux prises avec le temps qu'il va nous présenter, d'un historien mais aussi d'un homme engagé dans la cité, et vous le savez tous. Et les deux peuvent d'ailleurs, le cas échéant, se confondre, notamment dans cette qualité qui est celle de monsieur Jeanneney, de membre du Haut Comité aux commémorations nationales. Et vous voyez où je veux en venir. Évidemment, de ce point de vue, l'actualité vient nourrir nos échanges de ce soir, puisque la ministre, Madame Nyssen, a décidé de bannir du livre des commémorations nationales 2018 l'écrivain antisémite Charles Maurras, et que Jean-Noël Jeanneney a été amené à prendre position sur cette question, en disant notamment qu'il ne fallait évidemment pas confondre commémoration et célébration. Et cela vient illustrer évidemment toute la difficulté qu'il y a à appréhender, également d'un point de vue philosophique et d'un point de vue scientifique, cette dimension historique. Voilà, je voudrais remercier très chaleureusement monsieur Jeanneney d'avoir accepté cette invitation, et je lui cède sans plus tarder la parole. Vous avez la parole, monsieur. Mesdames et messieurs, je me hâte de vous renvoyer, mon cher ami, vos remerciements. Je me sens, pour ma part, honoré et heureux d'être ici devant vous. Je le serai de toute façon, je le suis peut-être encore un peu davantage dans la conjoncture que vous avez bien voulu évoquer, mais vous me permettrez de ne pas vous répondre à ce propos aussitôt. Je le ferai à la fin de mon propos, et auparavant, je voudrais vous proposer quelques réflexions, comme vous l'avez souhaité, sur les relations de l'historien et de la temporalité, de l'historien et du temps. Vous avez entendu s'exprimer avec quel brio la sociologie, la théologie, la philosophie. C'est un historien qui vous parle, un historien dont Marc Bloch disait qu'il était toujours un peu un ogre, tellement il avait faim de tout, faim de la vérité des hommes, faim de la complexité des situations. Il a faim aussi du temps. Le temps, pour nous, c'est le concret de la réalité de notre appétit. C'est une sorte de réalité dont nous sommes les compères, dont nous sommes les adversaires, dont nous sommes aussi les complices. Et pour traiter les choses dans le temps, certes un peu bref, je ne vous en veux pas, vous m'avez imparti pour traiter de ce sujet en vérité immense, je voudrais organiser mon propos en évoquant 4 tentations qui me paraissent dangereuses, qui me paraissent délétères pour l'historien au travail. Et quand je dis historien, on élargit assez aisément les choses aux citoyens tout entiers, car il n'est guère de citoyen réfléchi qui n'ait pas vocation, par moment, à réfléchir sur le passé, sur ce qu'il nous dit, et sur les moments où il peut aussi, si on l'interprète de façon erronée, nous guider de mauvaise façon. Ces quatre dangers, ces 4 périls, je vais vous les dire. Je commencerai par celui de l'illusion de la marche de l'humanité comme linéaire. Quand j'étais étudiant, on nous enseignait souvent une histoire un peu narrative, une sorte de fil à la surface des choses. C'était intéressant, il y avait même des revues qui traitaient cela assez convenablement, mais c'était aussi, à nos yeux, différent, car la réalité de l'humanité, de l'histoire des hommes dont nous nous saisissons, elle est faite désormais à nos yeux d'un feuilleté temporel, comme a dit un jour le grand historien Jacques Le Goff, une sorte de travail quasiment géologique de rythmes différents. Et chaque conjoncture que nous avons à vivre, que nous avons à affronter, à propos desquelles nous avons à définir notre liberté de citoyens, d'hommes et de femmes, chacune de ces conjonctures est faite de la rencontre spécifique de ces différentes linéarités. Pour n'être pas abstrait, je vous dirais que
nous avons, dans notre génération, eu à faire évoluer le regard d'une période où, quand j'étais sur les bancs de l'université, on insistait beaucoup sur la profondeur des mouvements qui organisaient notre histoire. C'était le règne de Fernand Braudel en particulier. Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel, disait-on en citant le poète? Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas très durable? Et puis, il y a une vingtaine d'années, je vous parle un peu d'historiographie, je suis peut-être ici aussi pour cela, une vingtaine d'années, on a commencé à se réintéresser à l'événement, ce que mon collègue Pierre Nora a appelé l'événement monstre. On s'est aperçu qu'il ne fallait pas avoir je ne sais quel dédain à l'égard de ce qui surgissait à la surface des choses. Que cela ne voulait pas dire que l'on s'en tenait à une observation superficielle, mais qu'on allait chercher dans chacun de ces événements ce qu'il avait à nous dire sur la profondeur et la complexité de ce qu'il avait fait émerger. Pour n'être pas abstrait, je prendrai deux exemples liés au général de Gaulle. Le 18 juin, quel événement instantané, quelques brefs instants, où sur les ondes, il jette le message que nous savons. C'est une conjoncture. Mais cette conjoncture ne peut s'expliquer que par la longue durée, naturellement par l'évolution de la guerre dans ses débuts, mais aussi du point de vue de celui qui s'est exprimé, par la longue préparation, la longue prégnance d'une aspiration à jouer un rôle essentiel. Puisque à 12 ans, il écrivait déjà des petites rédactions où il parlait du général de Gaulle dans son efficacité. Il s'était longuement préparé à cela pour le saisir. Ce qui n'empêche pas la part du hasard, j'y reviendrai tout à l'heure. Un autre exemple, j'ai eu récemment à m'intéresser à l'attentat du Petit Clamart, le 22 août 1962, où un commando issu de l'OAS s'est efforcé de tuer, d'assassiner, d'abattre le général de Gaulle dans sa voiture, vous le rappelez probablement. Il a fallu beaucoup de hasard pour qu'il ne soit pas tué. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est davantage de voir qu'un événement qui a duré 45 secondes, où tant de choses se sont jouées, vous en voyez toutes les conséquences. En particulier, il n'y aurait pas eu d'élection du président de la République en France au suffrage universel si de Gaulle était mort au Petit Clamart le 22 août 1962. Mais ces 45 secondes absolument essentielles ne peuvent s'expliquer, se comprendre que par une réflexion sur le temps qui s'est concentrée à ce moment-là, sur l'histoire de la Ve République, sur l'histoire de la guerre d'Algérie, sur les mentalités du commando, sur les réalités françaises, sur les réalités de la colonisation, etc., etc. Donc il y a là des rythmes différents. Et d'ailleurs, on peut aussi figurer cela de façon différente en parlant, par exemple, de la diversité des rythmes de nos contemporains. Prenez... c'est un exemple qui a été agité il y a quelque temps, la diversité du mode de vie et des rythmes de vie du Golden Boy et de la Carmélite, par exemple. Pensez à ça. Hein? Vous conviendrez volontiers, j'imagine, qu'ils ne vivent pas exactement sur le même tempo, que leurs allures sont différentes. J'observe aussi, songeant à notre rencontre d'aujourd'hui, dont encore une fois je vous remercie, je suis tombé sur un texte de Baudelaire qui montre que dans le domaine esthétique aussi, il faut probablement distinguer des rythmes. Que nous disait Baudelaire, je n'abuserai pas des citations, il disait « Le beau est toujours inévitablement d'une composition double, bien que l'impression qu'il produit soit une. Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, et d'un élément relatif, circonstanciel, qui sera tour à tour et tout ensemble l'époque, la mode, la morale, la passion. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre partie est l'éternel et l'immuable. C'est d'ailleurs probablement pour cela, cette diversité des rythmes que l'on ne prend pas toujours en compte, que les futurologues, j'espère qu'il n'y a pas trop de futurologues parmi vous pour ne pas me faire battre en sortant, que les futurologues, activité intellectuellement fort stimulante, se trompent si souvent parce qu'ils prolongent les courbes sans voir qu'elles se complexifient entre elles. Un exemple, le grand chimiste Marcellin Berthelot, je ne sais pas s'il était maçon, ce n'est pas impossible, vous le savez sûrement. Le grand chimiste Marcellin Berthelot
a publié vers 1890 des prévisions sur ce que serait le monde en 2000. C'est extrêmement intéressant. À vrai dire, je vous en fais confidence, la petite sous-discipline de l'histoire, qui est l'histoire de la prévision du futur, est en soi extrêmement intéressante. Mais vous m'avez donné 2 heures, c'est ça? Pour un cours. Je parlerai donc jusqu'à ce que la cloche sonne et signifie... Sérieusement, ce qui m'intéresse sur Berthelot, c'est qu'il dit la chimie, c'est la merveille de toute chose. La chimie, ça va permettre de faire voler les aéroplanes, et quand les aéroplanes voleront sur toute la planète, ils découvriront la richesse de toutes les civilisations. Ils seront pris, ceux qui les occuperont, d'une sorte de fascination et finalement d'affection pour les autres civilisations, et peu à peu la paix s'étendra. Il y aura aussi, disait-il, et là il s'est trompé, il a dit il y aura une sorte de fin des paysans. Ça, c'est moins trompé, parce qu'on va de plus en plus faire une agriculture chimique qui permettra de diminuer énormément le monde des agriculteurs qui aujourd'hui dominent notre planète. Etc., etc. Je ne développe pas ça, simplement pour vous dire qu'il a pu s'égarer parce qu'il a prolongé des courbes. Bertrand Jouvenel, qui est un autre grand futurologue, expliquait que s'il y avait une chose certaine en 1910, c'est qu'il fallait absolument acheter les actions des chapeliers. Parce que comme les bourgeois seraient de plus en plus nombreux, on porterait de plus en plus de chapeaux, et que les choses iraient sûrement mieux pour cette notable industrie. Je vous laisse comprendre pourquoi il s'est trompé, parce que comme disait Baudelaire, la mode n'a pas été celle-là. La deuxième illusion qu'au quotidien de notre tâche d'historien nous avons à combattre, c'est l'idée de l'inévitabilité de ce qui est arrivé. Une sorte de finalisme, de téléologie. La difficulté qui est toujours à la nôtre, à imaginer que ce qui est arrivé n'était pas destiné forcément à survenir. On m'a raconté une histoire, on a le droit à une anecdote, une histoire qui est assez topique. Ça se passe en 1802, à Besançon. Un colonel arrive à la mairie pour annoncer la naissance d'un enfant. Le commis agite sa plume et prend le nom. Et l'autre lui dit Hugo, H-U-G-O, après, et prénom, Victor. Et le commis se dresse en disant Victor Hugo, mes félicitations, mon colonel. Ce qui est une manière de dire qu'on a toujours beaucoup de peine. Je vous remercie de l'avoir compris, madame, avec votre rire qui me touche énormément. C'est la difficulté de restituer la diversité des possibles. Autrement dit, de rétablir la part de la contingence. Plusieurs de mes collègues que j'aime beaucoup, historiens, ont été convoqués, appelés, réquisitionnés au procès de Maurice Papon pour venir expliquer comme historien quelle était la conjoncture de Bordeaux vers 1942 lorsque... Faut que je me rapproche du micro, côté crooner, mais je joue ce rôle volontiers. On peut l'enlever, non? Vous voyez? Ah, mais c'est beaucoup mieux. Très bien. Je n'irai pas au-delà de mon territoire. Le procès Papon, on les a convoqués, Paxton, le grand historien américain, René Raymond, Jean-Pierre Azéma, on les a convoqués pourquoi? Comme experts, pour venir dire quelle était la complexité de la situation à Bordeaux en 1942. Parce que dans le jury, tous les jurés étaient nés après 1942, sauf un qui avait 2 ans, ce qui n'est pas encore très lucide. Donc, à partir de là, on leur a demandé quoi? De ne pas faire un cours d'histoire, bien que ce soit, vous le constatez, une tentation à quoi nous cédons souvent. Non, c'était de venir en quelque sorte restituer la diversité des possibles. Comment juger un homme sur ce qu'il a fait de sa liberté si on ne réussit pas à jeter la lumière sur ce qui aurait pu advenir et qui n'est pas advenu. Autrement dit, un des rôles de l'histoire contre la tentation de l'inévitable, c'est de restituer à chaque moment, pour comprendre les comportements des hommes et des groupes, la diversité des possibles, l'efflorescence, le buisson de ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas survenu. Ce qui nous conduit à un exercice que, je dois dire, nous aimons beaucoup, de plus en plus, qui est l'Uchronie. Je pense que vous savez ce qu'est l'Uchronie, l'utopie. L'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas, depuis Thomas More. L'Uchronie, depuis le philosophe Charles Renouvier, au milieu du XIXe siècle, c'est le temps qui n'a pas eu lieu. Autrement dit, on change un petit quelque chose et on imagine ce qui est arrivé ou ce qui aurait pu arriver. Par parenthèse, c'est très confortable parce qu'on n'est pas obligé comme historien de mettre des notes en bas de page.
puisque c'est affaire d'imagination. Dans mon livre sur l'attentat, pardon de me citer, j'essaierai de ne pas abuser de ce genre d'autosatisfaction. Dans mon livre sur l'attentat du Petit Clamart, je me suis amusé à faire un chapitre sur l'Uchronie. De Gaulle a été tué. Normalement, il aurait dû l'être. Toutes les chances allaient dans ce sens. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Antoine Pinay a été élu. Enfin, je ne vous raconte pas l'histoire. Je la laisse ouverte. Et il n'y aurait pas Emmanuel Macron à l'Élysée, puisqu'il n'y aurait pas eu d'élection. Vous voyez, enfin, on peut jouer à l'Uchronie. L'Uchronie, c'est passionnant. Soudain, joyeux, il dit Grouchy. C'était Grouchy. Et non pas Blücher. Et il serait pu tout à fait arriver, puisque c'est arrivé parce que Berthier, chef d'état-major remarquable de Napoléon, était tombé de son balcon quelques jours avant Waterloo, et que Napoléon a été obligé de le remplacer en toute hâte par Soult, qui était un très mauvais chef d'état-major, et pour aller chercher Grouchy, au lieu d'envoyer 10 estafettes comme aurait fait Berthier, il n'en a envoyé qu'une. Puis, bon, bref, je ne développe pas cela, encore une fois, je me méfie de moi-même, mais à moitié. Donc en réalité, il aurait dit, joyeux, c'était Grouchy, et tout changé. À partir de ce moment-là, vous pouvez juger l'avenir librement. 2 solutions, au moins. Première, les Alliés disent, après tout, nous avons ravalé l'ogre dans son territoire minimal, c'est fatigant de se battre, nous rentrons chez nous, et nous aurions à l'Élysée une sorte de grande flanelle qui s'appellerait Napoléon 24, qui n'aurait plus de pouvoir, naturellement, mais qui, voilà. Ou bien ils auraient dit, non, il faut vraiment en finir avec l'ogre, et ils l'auraient battu dans un deuxième Waterloo. Vous voyez que tout cela permet des exercices intellectuels, mais pas seulement intellectuels, je crois qu'ils sont aussi des exercices civiques de grande importance, tout en rappelant, et c'est le revers de cette médaille, que tout n'est pas possible. C'est pas parce qu'on crée de l'Uchronie qu'on dit que tout est possible. Comme disait un excellent romancier américain, Gore Vidal, si Oswald avait tué Khrouchtchev et pas Kennedy, il y a une chose certaine, c'est que Onassis n'aurait pas épousé Madame Khrouchtchev. Donc, vous voyez donc, mesdames et messieurs, chers concitoyens, vous voyez donc qu'il faut se méfier de la théologie du finalisme, de l'idée que tout est possible, tout ce qui est arrivé était voué à arriver obligatoirement. Troisième péril, le danger de croire, et là je reviens, il est parti, je reviens à la question du temps cyclique. Le temps cyclique. Est-ce que les choses se passent de façon cyclique? Autrement dit, est-ce que tout se répète toujours? Il y a des philosophes qui l'ont cru, Vico et d'autres, qui l'ont dit, et il y a une merveilleuse nouvelle de Borges, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Les Théologiens, où il imagine un groupe d'hérétiques, dans les tout premiers temps du christianisme, pour qui, justement, tout se répète toujours. Tout se répète toujours, et qui remplace le poisson par le perroquet, la croix par le cercle, etc., etc. Tout se répète toujours. Et qui crée d'ailleurs, par parenthèse, immédiatement une contre-hérésie de gens qui pensent que rien ne se répète jamais, mais ça va me faire arriver par une transition déjà à mon 4e point, rien ne se répète jamais, et ceux-là, autres hérétiques, commettent les crimes les plus épouvantables pour en débarrasser la surface de la terre, puisqu'ils savent que dès lors qu'ils les auront commis, ces crimes ne pourront plus jamais survenir. Mais vous voyez à quel point cette idée de la répétition est une idée qui est tentante. Or, elle est fausse. Je le dis tout en faisant par moments une émission qui est fondée précisément sur l'idée de la répétition, ou en tout cas des échos. Mais c'est précisément une manière de dire que l'histoire a toujours plus d'imagination que l'on ne peut attendre. Il y a des séquences de répétition, il y a des reflets, il y a des échos, bien sûr. Et c'est très intéressant à mettre en valeur parce que précisément c'est une manière d'éviter de croire, d'éviter d'exagérer l'inédit, ce qui est toujours dangereux. Je prends un seul exemple, puisque l'actualité nous le propose, les fake news. Très intéressant, les fake news. Si vous réfléchissez au phénomène de la rumeur à travers les âges, depuis les Romains jusqu'au Moyen-Âge, nous venons de couronner un très beau livre au prix du livre d'histoire du Sénat consacré au secret du roi au Moyen-Âge. Et le secret est naturellement directement lié à la rumeur, puisque la rumeur prétend constamment violer le secret. Ce qui fait que les gens qui détiennent le secret parfois lancent eux-mêmes les rumeurs
afin de jouer de ces rumeurs-là au profit de leur secret ou de leur pouvoir. Je ne veux pas vous entretenir vers je ne sais quel vertige, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc l'idée fausse que les choses se répètent, il y a des échos, je pourrais développer, mais je sens votre vague inquiétude dans mon dos. Vous avez compris pourquoi je ne le regarde pas. Que ma liberté soit complète. Mais c'est simplement pour vous dire qu'on pourrait multiplier les exemples, effectivement, de domaines où il y a des répétitions. Un autre exemple dont je me suis occupé récemment, la passion populaire pour les équipes sportives à l'époque de Rome et des Grecs. Les Bleus, les Blancs ou à Byzance. Ça rappelle exactement certains événements auxquels certains d'entre vous sont attentifs ou vont l'être dans les semaines qui viennent. Le dernier point, parce que malgré mes plaisanteries, je n'abuserai pas de l'aimable invitation que vous avez bien voulu me faire, monsieur, c'est une autre, la quatrième tentation, c'est de croire à l'accélération de l'histoire. Ah, ça, comme on nous en a rebattu les oreilles, l'accélération de l'histoire. L'idée que tout va plus vite. Et que du coup, il y a quelque chose dans ce phénomène qui est destiné à hébéter l'intelligence et presque notre liberté devant cette accélération. Simplement, on est mis en méfiance contre cette idée par le fait que c'est une idée de toujours, à peu près comme l'idée que c'était mieux avant. Il y avait des choses qui étaient mieux avant, mais franchement, si vous allez chez votre dentiste, et si vous aviez... Bon, il y a 50 ans, vous y alliez, vous verrez qu'il y a quand même quelques exemples où les choses vont mieux. Je pourrais en prendre beaucoup d'autres, au-delà de cette demi-plaisanterie, qu'au point où j'en suis de mon exposé, vous voudrez peut-être bien me pardonner. Donc, l'idée forte, c'est qu'il y a des morceaux d'accélération, bien sûr. Si vous prenez, par exemple, la capacité de tuer ou la capacité de guérir depuis un siècle, il y a une évidente accélération. Mais vous êtes tout de même en méfiance par le fait que vous pouvez additionner les citations de vieillards qui ont dit qu'à partir de 70 ans, vous verrez quand vous aurez cet âge, à partir de 70 ans, finalement, on considère que tout s'accélère. S'accélère au point qu'on ne peut plus comprendre. Il y a un dialogue, par exemple, de Michelet, le grand Michelet, et de Béranger sur les Champs-Élysées au mi-temps du 19e siècle, où Michelet dit à Béranger, jusqu'ici on arrivait à comprendre. Mais maintenant, il y a une accélération du mouvement de l'histoire de l'humanité telle que je ne vois pas comment même nous, les historiens les plus lucides ou les observateurs les plus sagaces, nous pourrons réussir à nous en servir. Et en 1948, ce personnage remarquable, qui était Daniel Halévy, a publié un livre qui s'appelait « De l'accélération de l'histoire », où il expliquait que jusque vers 1900, il avait 80 ans, jusqu'à 1940, jusqu'à ce qu'il ait 70 ans, on arrivait vraiment à comprendre. Mais maintenant, les choses allaient si vite que le vertige ne pouvait que vous saisir. Il disait, par exemple, vous vous rendez compte que la radio est arrivée, la radio, les gens écoutent les sons sans même avoir le temps d'y réfléchir et de comprendre, à peu près comme on porte une cigarette à la bouche. Donc je ne vois pas où nous avons. L'accélération de l'histoire, elle doit être admise dans certains cas et parfaitement contredite dans d'autres, ne serait-ce que par le fait de la longévité, précisément due au progrès de la science, qui fait que la mémoire est en réalité beaucoup plus lente. Au XIXe siècle, au Moyen-Âge, on transmettait la mémoire de génération en génération beaucoup plus promptement qu'aujourd'hui. Les choses sont évidemment plus lentes. Prenez l'exemple de la mémoire des dictatures, sujet passionnant, la manière dont les pays qui sont soumis à un moment donné à de terribles dictatures, des pouvoirs absolument totalitaires qui en sortent. Comment s'organise la mémoire de ces moments-là? Mémoire scientifique, mémoire populaire, mémoire éventuellement curative. Et vous verrez très souvent, par exemple en Espagne, au début, on a décidé de ne pas en parler, pour des raisons peut-être de sagesse à vivre ensemble, et on a vu la troisième génération ressurgir en réclamant la mémoire de ce qui s'était passé. Je ne fais que signaler ça en passant pour vous montrer qu'il y a des accélérations, il y a des lenteurs. Si vous prenez la guerre, bien sûr, il y a eu la Blitzkrieg, la guerre éclair, mais vous trouverez dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe, vous trouverez, j'en suis sûr, des promptitudes dans la guerre et des lenteurs dans d'autres guerres qui sont parfaitement contrastées. Par conséquent, je crois que ça peut nous renseigner et nous dire qu'il revient précisément à l'État de protéger les citoyens contre les vertiges de trop de promptitude, tels que, par exemple, les nouvelles technologies
peuvent les introduire. Que ce soit un défi formidable, une nouvelle technologie, qui soit formidable, qui sont formidablement ambivalentes en avantage et en inconvénient, je pense que nul ici ne le contredira. Raison de plus pour ne pas faire simplement confiance aux promptitudes du marché, qui peut-être s'est accéléré, notamment par les machines, le fonctionnement des bourses, etc., et de réintroduire de la lenteur. L'État doit être maître des horloges, ce qui veut dire en particulier réintroduire de la lenteur. Pas forcément dans l'action et dans la réforme, je ne dirais pas ça. Je ne vais pas me faire mal voir. Mais du point de vue des sensibilités à ce qui peut bouger et à ce qui peut et doit bouger. L'État et les marchés, ce n'est pas la même chose. On peut considérer, par exemple, mais c'est un point que je ne développerai pas, rassurez-vous, que le quinquennat présidentiel n'est pas un progrès par rapport au septennat, parce que précisément, les rythmes de la démocratie doivent épouser ces différents rythmes de du fonctionnement des choses que j'évoquais il y a un instant. Je ne crois pas qu'il soit bon en démocratie que toutes les élections aient lieu au même moment et le plus vite possible. Si c'est 5 ans, alors si c'est plus démocratique, pourquoi 3 ans n'est pas plus démocratique? Pourquoi 1 an n'est pas plus démocratique? Et pourquoi ne reviendrait-on pas au mandat impératif, avec tous les périls que cela peut représenter? Il y a d'ailleurs une erreur qui est une erreur symétrique, c'est de croire qu'on va arriver à une sorte de plat. Rappelez-vous cette faribole qu'a été la doctrine de Fukuyama, il y a à peu près 20 ans encore. Il nous a expliqué qu'il y aurait encore quelques petits moments difficiles, mais qu'au total, toute l'humanité, après la chute du mur, allait arriver dans une sorte de nirvana, pas du tout le nirvana communiste qui s'était écroulé, mais une sorte de fonctionnement paisible d'une démocratie à l'américaine. Je pense que cette idée-là est légèrement mise en débat aujourd'hui. Voilà quelques-unes des précautions que nous devons prendre. Comme vous voyez, c'est un peu négatif, mais je pense que ce que je vous ai dit est aussi une forme de programme, est aussi une forme d'affirmation de l'importance, peut-être me hausse du col, mais je pense d'importance de l'histoire. Mais je ne me hausse pas du col parce qu'en réalité, tout le monde peut être historien. Je pense que tout le monde ne peut pas être physicien ou astronome, mais qu'il y a vocation à chacun des citoyens, et je me permets de dire de vous-même, qui, par ce que je comprends de ce qui vous rassemble aujourd'hui, profondément enraciné dans la longue durée, et en particulier du côté des Lumières. Ça, c'est une façon... Non, c'est un téléphone. J'ai fini, mais si je parle des Lumières, c'est précisément pour atterrir sur votre question initiale. Vous le souhaitez? Oui, atterrir sur votre question initiale à propos de ce petit épisode autour de Charles Maurras. Là encore, on peut en faire une interprétation instantanée, presque une comédie par rapport au comportement des uns et des autres. Mais si on essaye de regarder les choses un peu plus largement, je crois que on peut plaider pour une clarté du vocabulaire. Tout simplement, commémoration et célébration. Pascal Horry, mon ami, et moi-même, on avait été amené à l'expliquer, ça n'est pas la même chose. Alors évidemment, on peut toujours trouver des cas où, comme toujours, le vocabulaire a glissé, n'a pas été bien utilisé, et on nous dira oh, les gens comprennent commémoration comme célébration. Il est évident que commémorer, ça veut dire se rappeler ensemble. Et que célébrer, ça veut dire être heureux de ce qui s'est passé et le célébrer ensemble. On peut multiplier les exemples. Dans le même livre qu'on nous a reproché, en nous taxant quasiment de complicité avec l'antisémitisme. Pas à ce point-là, mais enfin tout de même c'était un peu désobligeant. Et dans ce même livre, nous avions parlé de Simon de Montfort, par exemple, qui ne s'est pas comporté que les albigeois d'une façon extraordinairement amène, c'est le moins qu'on puisse dire. Simplement, il y avait peu d'albigeois qui restaient pour protester. Je crois que, non, sérieusement, je crois que c'est très important que les mots veuillent dire en démocratie ce qu'ils ont à dire. Commémorer, ce n'est pas collaborer. Et nous sommes refusés, Pascal Horry et moi, et les autres aussi, qui se sont trouvés d'accord pour considérer que ce haut comité, qui n'avait qu'à proposer au gouvernement et non pas à imposer je ne sais quelle liste de commémoration, dès lors qu'on leur disait « Oh, quelle horreur, vous avez célébré Charles Maurras », je n'aurais pas dit qu'en plus, moi je suis d'origine côté de ma mère protestante et que Gabriel Monod, l'historien, avait été attaqué très violemment par Charles Maurras et que son fils avait provoqué Charles Maurras en duel et il l'avait légèrement blessé. C'était un argument personnel que je n'ai pas cru devoir employer publiquement.
parce que précisément, je n'avais rien à prouver. Mais enfin, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a intérêt à ne pas cacher les choses. La cause est entendue, disait à propos de Céline, qui nous avait amené à changer le titre de célébration en commémoration. La cause est entendue, c'est un grand écrivain. La cause est entendue, c'est un parfait salaud. Bon, accommodons de cela. Si on célèbre, impossible. Mais si on commémore, comment ne pas commémorer Céline? Comment ne pas commémorer Maurras, qui a eu tant d'influence en son temps, ne serait-ce que pour réagir, pour réfléchir. En réalité, ne pas vouloir le faire, c'est traiter les citoyens comme des enfants, ce qui est assez insupportable. Je n'avais pas prévu de parler de cela, mais c'est vous, cher monsieur, qui m'y avez incité. Je crois que ce que je viens de vous dire, je m'en fais peut-être l'illusion, n'est pas complètement en discordance par rapport au propos plus général que, et je vous en remercie, vous m'avez incité à tenir. Je vous remercie de votre attention.